Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo physiologique, bien qu'on va parler toujours des émotions. Vous savez que mon manuel émotionnel est toujours là, prêt à vous servir, comme un manuel d'utilisation de vos propres émotions, parce que je vois actuellement énormément d'émotions de peur vis-à-vis de la génomique. Quel gène j'ai en moi? Est-ce que ce qui m'a été légué par ma lignée familiale me donne des prédispositions au diabète, au cancer, à la sclérose en plaques, heu, tout ça. Alors j'aimerais rassurer aujourd'hui. J'aimerais que cette vidéo, vous savez, sur Vérisme TV, j'aime et dans le centre de l'Hermès, je donne une culture. C'est-à-dire que je dis pas quoi penser, je donne les le moyen de penser par soi-même. OK? Donc mon but, c'est de vous donner une culture et non une stratégie. Une stratégie, c'est, par exemple, expliquer la génomique et dire: «Vous devez décoder votre génome pour savoir gna gna gna». Moi, c'est: qu'est-ce que c'est la génomique? Expliquer le cadre conceptuel de cette approche pour en voir les limites. Et puisqu'il y a des limites, est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est donc les conclusions, les implications de cette approche sont à reconsidérer ou approfondir ou bien à accepter totalement? Est-ce que ça devient une nouvelle norme ou bien on peut dire qu'il y a en effet des lacunes et cetera? Donc ça, c'est vraiment penser, par vous-même. OK? Eh bien, je vais vous montrer qu'il y a pas mal de limites à la génomique, comme il y a beaucoup de limites à toutes les approches que l'on a autour du vivant, parce que le vivant, c'est quand même encore un gros point d'interrogation. On a, au travers de différentes branches de la science, dégagé des grandes tendances qui nous permettent de bien apprécier le vivant, mais on baigne encore beaucoup dans l'inconnu. Il y a évidemment l'autopoïèse de Varela et de Maturana qui explique très bien comment l'auto-organisation du vivant advient. Donc ça, c'est une caractéristique. Le mouvement de la vie est relativement bien décrit par l'autopoïèse, comme si on connaissait un peu la danse que faisaient les êtres vivants. Donc, on sait que ça bouge, quand c'est vivant, on sait que ça bouge, et on sait que ça bouge selon une auto-organisation. Donc, c'est-à-dire que l'organisme vivant est capable de prendre dans son environnement des choses et de s'organiser lui-même, de construire ses propres constituants. Ok. Grâce à Ilya Prigogine, prix Nobel, on connaît les structures dissipatives, c'est-à-dire que le vivant s'exprime d'autant mieux quand il est loin de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit perturbé et en mouvement fortement pour s'organiser. Donc quand on met les deux ensemble, ça marche plutôt bien. Ok. Maintenant, on a compris aussi, grâce à la découverte des chromosomes et de l'ADN, qu'il y a des choses qui sont transmises, hein, de génération en génération. En fait, la première cellule qui est apparue il y a des milliards d'années sur la planète Terre, elle est jamais morte. Elle est jamais morte. On est tous ses enfants. Elle s'est divisée pour donner des cellules filles et engendrer plein d'organismes. Ok, donc elle est jamais morte. On est tous les enfants de cette première cellule-là. Et la capacité à transmettre donc un héritage, des informations en tout cas, c'est passé par l'ADN. Mais l'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, c'est pas un manuel de construction. Même moi, je me trompe souvent parce que j'utilise à tort, trop rapidement, l'image d'un livre de cuisine. C'est pas un code. C'est pas plutôt, c'est un alphabet et c'est pas un, un poème. Ok, vous cernez. Et je vais utiliser une autre analogie. C'est un bloc de pierre et c'est pas une statue. C'est un bloc de pierre. Donc un bloc de pierre, si vous tapez dessus, ça ne fait que des éclats de pierre. Ok, ça va pas se transformer en bois. Si vous tapez sur un bloc de pierre, vous êtes un tailleur de pierre, ça va pas devenir du bois. Les éclats ne seront pas du plastique, ne sera pas de l'eau, ce sera de la pierre. L'ADN, c'est pareil, ça donne que des protéines, ok, des acides aminés. Donc ça code, ça fait des protéines qui vont servir à reconstituer l'intérieur de la cellule, à partir en dehors de la cellule pour faire d'autres choses, etc. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Et l'ADN de l'être humain fait que un être humain ne pourra qu'engendrer un être humain. Ça deviendra pas un oiseau. Ok. Une femme va accoucher d'un bébé humain et pas d'un oiseau.
Donc, même si on essaye de faire des trucs terribles en ce moment comme test au niveau de la biologie, dans la nature, un oiseau, ça donne un oiseau, un cochon, ça donne un cochon, un être humain, ça donne un être humain. Donc ça aussi, c'est transmis par les gènes. Ok ? Il y a quelque chose qui est fondamentalement nous. Maintenant, dit comme ça, il faut comprendre donc plus en détail ce qu'est capable de faire cet ADN. C'est le bloc de pierre et c'est pas la statue. Si on prend l'embryogenèse, si on prend en étude l'embryologie, qui est donc l'étude du développement de l'embryon dans le corps de la femme, le développement cellulaire, que l'on pensait être de l'intérieur vers l'extérieur, quand on l'explique via la génomique, en fait, on a l'impression que tout part du noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN. Tout part de l'ADN pour aller vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. L'embryogénèse nous informe que c'est pas du tout ça. Ce sont les fluctuations extérieures qui viennent de manière aléatoire taper dans le bloc de pierre, taper dans l'ADN pour donner les protéines. Ok ? Donc c'est un développement extérieur, intérieur, extérieur. Ça vient de l'extérieur de manière de fluctuation. Blechschmidt, qui est l'un des plus grands embryologistes, nous explique parfaitement que c'est comme des vagues extérieures qui viennent taper justement dans cet ADN, dans ces gènes, pour donner des protéines. Ok ? Ce sont des champs morphologiques, comme il dit. Et donc, ces influences-là, qu'on peut pas maîtriser, qui sont extérieures, qui sont le mouvement de la vie. C'est ça le départ, en fait. Quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, il lance la cadence. Il lance comme une boule de neige. Il fait partir la boule de neige en haut d'une montagne, qui va rouler, et après, agglomérer, se transformer, partir à gauche, partir à droite. Mais c'est parce qu'il y a le mouvement de la vie. Ok ? Donc, l'ADN n'est pas du tout quelque chose comme les instructions. C'est ça que je voulais dire. L'ADN, c'est pas les instructions. Les instructions, ça vient de l'extérieur. C'est ça l'épigénétique. La révolution de l'épigénétique met un grand coup dans la peur que l'on peut avoir d'avoir hérité d'un patrimoine génétique terrible où on a X% de chance de devenir diabétique. Ok ? L'épigénétique, c'est ça les instructions. L'extérieur de la cellule, c'est les instructions qui vont donner au bloc de pierre la forme peut-être d'un Michel-Ange. C'est ça qui est fort, c'est que votre environnement, comment vous choisissez de vivre, à la nature, pas stressé, mangeant une bonne alimentation avec des liens sociaux épanouissants, ça va donner Michel-Ange versus vivre dans un environnement stressant, où vous avez compris, mangeant une alimentation terrible, avec des émotions chaque jour qui sont d'autant plus terribles. Ça peut transformer votre bloc de pierre en quelque chose qui ressemble à rien et qui sera pas une belle statue. D'accord ? Vous comprenez la logique. Donc l'épigénétique, au travers de l'étude de l'embryologie, par exemple, de Blechschmidt, nous informe que justement ce qui informe le bloc de pierre, l'ADN, qui ne sont pas les instructions, c'est l'extérieur. Si ça part de l'extérieur, ça va vers l'intérieur, et non pas l'inverse. Ok ? Et entre autres, après, j'ai envie de vous donner d'autres arguments pour vous faire comprendre à quel point la génomique connaît des limites. Tout d'abord, quand on parle de génomique, on ne s'intéresse qu'à 1 à 2% du génome. C'est-à-dire, on regarde juste les gènes qui codent pour les protéines, qui font des protéines. C'est-à-dire, on regarde juste ce qui sort du bloc de pierre, ok, pour donner des éclats de pierre. Et on ne regarde pas le 98% du génome qui reste, qui est l'ADN poubelle, comme on l'appelle, juste poubelle, parce qu'on ne sait pas à quoi il sert. Mais tout le monde dit, mais ça doit sûrement servir à des choses énormes. Ben ouais, parce que c'est sans doute la structure, c'est sans doute ce qui permet en fait de soutenir le reste. Sans ça, le reste des 2% qui codent pour les protéines ne pourrait pas s'exprimer de la manière dont il s'exprime. Et c'est comme quand on parle dans un jardin de mauvaises herbes. Et les botanistes vous disent, vous savez, on appelle ça des mauvaises herbes juste parce qu'on n'a pas trouvé leur utilité. Mais c'est un point de vue humain, ça.
dans la nature, c'est extrêmement important, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Le junk DNA, en anglais, l'ADN poubelle, on l'appelle poubelle parce que on est un peu bébête, nous, à tout de suite catégoriser dès que c'est pas utile, on dit c'est un truc qui sert à rien. Ouais, mais regardez dans la poubelle, c'est souvent en science ce qu'il y a de plus pertinent à faire. Donc, déjà, la génomique ne regarde que 1 à 2% du génome. Pour moi, c'est un gros problème, une grosse limite de tirer des conclusions sur la comète. Si on ne regarde que 1 à 2% de la chose, c'est pas très pertinent pour moi. Ok. Autre argument, la recombinaison génétique. On a prouvé que une simple cellule, comme chez les bactéries par exemple, peut changer son génome jusqu'à 15% par jour. Les bactéries peuvent changer leur génome jusqu'à 15% par jour. C'est-à-dire que le changement génomique, qu'on pensait être uniquement vertical, c'est-à-dire qui vient de vos parents, et vous en héritez, vous faites des choses dans votre vie, donc vous changez un petit peu le génome que vous donnez à vos enfants, etc. Donc on pensait que c'est uniquement vertical. En fait, il est complètement horizontal, puisque les bactéries qui nous composent aussi, et nos cellules aussi, peuvent changer leur génome jusqu'à 15% par jour. Et on sait à quel point les bactéries sont essentielles dans notre survie, au niveau du biotope intestinal, mais aussi au niveau de nos muqueuses buccales, de la peau, toutes les muqueuses du corps, pulmonaires, nasales. Les bactéries sont essentielles pour nous. Elles peuvent changer 15% de leur génome en un jour. En un jour. Okay. Donc la recombinaison génétique, autre argument. La symbiogenèse entre les bactéries et les virus. Les virus, c'est un monde que on découvre encore. Les bactéries, c'est clair, mais les virus, on parle beaucoup du biotope intestinal et des bonnes bactéries avec prébiotiques, probiotiques, etc. Mais le monde viral, c'est tout un univers encore. Et ben les deux mergent, les deux se combinent en nous aussi. Et nous sommes euh, en manière symbiotique, on vit de manière symbiotique avec tout ce petit monde, par exemple dans nos intestins, mais pas que, à la surface de toutes nos muqueuses, comme je viens de le dire aussi. Et enfin, l'épissage génétique. L'épissage génétique, ça veut dire que pour un gène, il y a plusieurs protéines, voire des dizaines de protéines qui peuvent être créées. Là où la génomique nous dit, vous avez tel gène, ça va créer telle protéine. À un gène correspond une protéine. Pas du tout. Pas du tout. L'épissage génétique, on s'est rendu compte que pour une séquence de gènes, selon l'épigénétique, selon le contexte, l'environnement, le cadre, etc., ça peut former une toute autre protéine. Grosso modo, pour un même bloc de pierre, vous pouvez avoir un Michel-Ange, comme vous pouvez avoir une statue complètement différente. Okay ? L'épissage génétique, c'est encore un argument pour montrer les limites de la génomique, qui nous dit ce qu'on étudie, c'est comment dire, des informations rédhibitoires, des informations très tranchées sur les pourcentages de chances que vous avez de contracter une maladie ou pas. Vous ne regardez que 1 à 2% des gènes et vous pensez que les séquences de gènes ne codent pour qu'une seule protéine. Ben là, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Je pense qu'il faut revoir vraiment à la baisse la pertinence de cette approche-là, parce que on est encore en train de découvrir les sciences du vivant. On pensait, tout le programme génomique de la fin du XXe siècle était basé sur ça, mais pour moi, ça a été contrecarré, les contre-arguments sont légion de nos jours pour dire à quel point c'est limité d'avoir cette vision-là. Voilà, je vous laisse là-dessus, qui j'espère, toutes ces explications vous donneront espoir, et pas la peur d'avoir hérité d'un bagage génétique qui est terrible, alors que le champ des possibles est toujours ouvert. Avoir une culture, c'est aussi dégager l'espoir de sortir des cadres conceptuels qu'on vous impose, comme des logiciels qu'on télécharge dans vos ordinateurs. Vous pouvez toujours en sortir si vous cultivez, si vous apprenez tout ça. Mais tant que vous étudiez pas les cadres dans lesquels vous évoluez parfaitement, vous n'en verrez jamais les limites. Et parfois, vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Il n'y a pas d'autre issue. Il y a toujours une issue.
mais il faut prendre le temps d'étudier la chose. À bientôt.